Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo introduction du python Rhésus. Donc on va commencer par définir où est-ce qu'il vit dans son milieu naturel. Donc c'est 13 pays de l'Afrique centrale. Donc dans ces pays on peut retrouver le Bénin, le Togo, le Cameroun, le Congo, le Zaïre, l'Ouganda, le Libéria, le Sénégal. J'en oublie encore quelques-uns, mais je vous mettrai un petit schéma où on pourra voir en vert les pays et la région où on peut le retrouver dans son habitat naturel. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette région? Donc en été, il fait une putain de chaleur. Donc en journée, les Rhésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent planqués. Donc là, ils sont soit dans des terriers de petits mammifères. On les retrouve aussi beaucoup aux alentours des champs de manioc. Même allez, enfouis sous terre carrément. C'est pas rare de voir des images ou des vidéos où on voit des gens qui ont creusé la terre et qui retrouvent les Rhésus enfoncés dans la terre. Ils aiment bien les champs de manioc parce que bien entendu ça attire pas mal de rongeurs, donc pour eux c'est la fête, hein, c'est buffet à volonté. Donc on les retrouve vraiment beaucoup dans les campagnes, mais on peut aussi les retrouver dans les plaines où il y a pas mal d'herbes. On les retrouve aussi dans les habitations parce qu'ils profitent aussi des constructions humaines pour pouvoir s'abriter de cette chaleur. Par contre, il y a une saison de l'année qui correspond à la saison des pluies, et là c'est la pluie, la pluie, la pluie, ça n'arrête pas. C'est vraiment un climat assez tropical, hein. Donc quand ça y va, ça y va. Quand il pleut, c'est pas à moitié. Donc euh, c'est vraiment tout et son inverse. Donc comme je l'ai dit, en été, le python, la journée, il essaye de se planquer du soleil car c'est vraiment invivable, tout est brûlant, le soleil est brûlant, le sol est brûlant, donc qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de trouver des petits coins d'ombre. Ça peut aussi bien être dans des infrastructures construites par l'homme qu'entre des racines d'arbres, en dessous de rochers, enfouis dans la terre. Mais ce qu'il affectionne particulièrement, ce sont les termitières qui ont été désertées. Donc les termitières, c'est vraiment, je mettrai une photo, un amont de boue et d'autres trucs que les termites ont pu ramasser, je pense, et ils ont vraiment tout compacté. Ils ont creusé des galeries dedans, et ce qui est vraiment bien pour le python Rhésus, c'est que ces termitières, on pourrait presque dire qu'elles sont climatisées en fait, hein. On a une température d'à peu près 25 degrés, il y a un fort taux d'humidité, c'est pas mouillé pour autant, et c'est bien aéré. En fait, dans les termitières, il y a souvent un champignon qui se développe et qui sert beaucoup à nourrir les termites, et ce champignon a vraiment besoin de ces conditions, donc à peu près 25 degrés, un fort taux d'humidité mais une bonne aération aussi, donc ça convient très très bien au python Rhésus, et c'est pas rare de retrouver plusieurs pythons Rhésus dans une même termitière, et franchement ils y trouvent leur compte. Même s'ils doivent partager l'espace, ils préfèrent ça que de rester dehors. Durant cette saison de pluie aussi, qu'est-ce qu'on va pouvoir constater? Qu'ils rentrent en période de reproduction, donc c'est là qu'ils vont commencer à un peu plus voyager et à essayer de rencontrer soit un mâle, soit une femelle, mais c'est plus souvent les mâles qui se mettent à chercher après les femelles. Et une fois qu'ils rencontrent une femelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils loquent, hein. Donc un lock, c'est l'accouplement chez les pythons. Donc ils se mettent cloaque contre cloaque, et il y a un des deux hémipénis du mâle qui s'introduit dans le cloaque de la femelle. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre une petite photo d'un loch. Qu'est-ce que ça donne? C'est vraiment les queues qui s'entrecroisent comme ça, et ils savent rester comme ça pendant des heures et des heures. Donc c'est assez facile en période de reproduction d'assister à ces lochs. Voilà, donc maintenant qu'on a planté le décor, on va essayer d'un petit peu se focaliser sur l'animal en lui-même. Donc, vous l'aurez bien compris, hein, le python Rhésus, c'est un serpent. Euh, c'est pas un serpent qui est très grand, on va même dire qu'il est assez court et trapu. Les adultes vont faire à peu près entre 120 et 1,50 m. Parfois c'est un petit peu dépassé. Il y a des localités apparemment qui sont un petit peu plus grandes, mais ça c'est exceptionnel. Donc on va pas creuser le sujet aujourd'hui. Et en
peut dire que adultes, les mâles qui sont les plus légers des deux vont faire minimum 1 kg et les grosses femelles ça peut aller jusqu'à vraiment 3-4 kg. La moyenne on va dire c'est entre 2 kg et 2,5 kg mais ça c'est vraiment la moyenne quoi. Donc entre 1 kg et 3-4 kg pour les grosses femelles bien âgées. Au niveau de la tête, ben, il a une tête trapézoïde. Moi je trouve un petit peu, ben, si vous voyez ici, que ça fait un petit peu comme la tête d'un canard. Au début, moi j'étais pas fan des Python Régis justement pour cette tête un petit peu de canard. J'étais plus boa et gros moulure. Avec les différentes mutations qui sont sorties, j'ai commencé à l'apprécier et maintenant au final j'ai plus que ça, j'ai plus que des Python Régis. Donc voilà pour la vidéo, je vous ai sorti un spécimen. Ici c'est un mâle, donc on peut voir hein, au niveau de la tête, ce que je disais, forme un petit peu trapézoïde, un petit peu bec de canard. Voilà, là on le voit mieux. Ici pour la mutation, il s'agit d'un pastave léopard clone. Donc vous voyez, les mâles sont d'un format tout à fait honnête. Hein. C'est plus gros que certaines autres espèces et c'est pas trop encombrant non plus. Donc moi je trouve que c'est vraiment le bon compromis. Donc ça c'est un petit peu pour les mâles, le gabarit que l'on peut retrouver. Donc voilà, je vais essayer de faire un plus gros plan sur la tête. Donc on peut voir sur la lèvre supérieure tous les petits trous, ce sont les fossettes thermosensibles. Qu'est-ce qu'on peut aussi observer? Ben, comme tous les serpents, il a une langue bifide. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette langue? Il la sort pour récolter les particules qui sont dans l'air, puis il va la rentrer, la coller sur l'organe de Jacobson. Et comme ça, avec cet organe, il peut analyser les particules qui sont dans l'air. C'est un véritable petit laboratoire chimique et ça les aide à analyser l'environnement. Voilà, ici je vous ai sorti une femelle, elle a pondu dernièrement, c'est la seule qui a pondu, c'est pour ça que je vous montre celle-là. On peut voir qu'on est devant déjà un plus gros gabarit, aussi bien au niveau de la taille que du diamètre du serpent. Hein. Je vais en profiter pour vous montrer la queue. Donc il a une queue, le Régis a une queue assez courte et beaucoup plus fine, beaucoup plus étroite que le reste du corps. Donc qu'est-ce qu'on peut aussi observer? Voilà, ici ce sont des petits crochets. Et ça, ce sont des vestiges de pattes arrière du serpent. Donc, il se trouve ici, on retrouve le cloaque. Et ces petits crochets sont de part et d'autre du cloaque. Je vais essayer de les montrer. Voilà, c'est ça ici. Souvent, je vois sur les groupes que les gens se demandent ce que c'est. Donc, c'est rien, pas de panique. Votre serpent n'est pas mal formé. C'est vraiment normal, hein. C'est le vestige des pattes arrière. Et chez les mâles, ils sont plus développés que chez les femelles. Ils vont même servir en période de repos à venir un petit peu chatouiller la femelle pour la stimuler pour l'accouplement. Donc ici, elle sort sa langue, on voit bien la langue bifide. Et au niveau de la lèvre supérieure, les fossettes thermosensibles. Donc voilà pour le corps, on peut observer que c'est un serpent qui est assez court, assez trapu. C'est un serpent que je qualifierais quand même de robuste, vu la grande aire de répartition dans laquelle on le retrouve à l'état sauvage. C'est un serpent qui a dû pas mal s'adapter et il pardonne beaucoup les erreurs que peuvent faire des débutants. Donc de ce côté-là, oui, c'est un serpent qui correspond bien aux débutants. Plus tard, lorsqu'on va évoquer l'alimentation, je dirais le côté plus difficile du Python Régis.
Donc, au niveau de l'alimentation, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on lui donne en captivité? On lui donne du rongeur. Ce qui est donné le plus souvent, c'est petit de la souris blanche. Donc, on suit les différents stades, hein, aussi bien du rosé, la sauteuse, à la souris adulte. Et après, on en vient au rat. On peut aussi également commencer directement à les démarrer au rosé, au raton rosé. Ça fonctionne aussi. Après, ce qu'on peut donner aussi, mais les gens en général évitent parce que souvent, allez, pas souvent, mais il arrive qu'après les serpents ne veulent plus que ça, c'est ou de la mastomys, donc de la souris africaine, ou de la gerbille. Donc ils sont vraiment très très friands de mastomys et de gerbille. D'ailleurs, quand on les accouple, il y a une période où ils veulent moins manger et on essaye de les tirer un peu plus loin en leur donnant justement de la masto ou de la gerbille. Ce qu'il faut vraiment éviter dans l'alimentation, je vois ça se passer souvent aussi, c'est le poussin. D'accord, le poussin c'est pas cher, mais le poussin ça nourrit pas. Donc en plus que ça nourrit pas, c'est apparemment laxatif. Moi je l'ai jamais essayé. Je vous le déconseille également. Vous prenez un animal, allez, vous vous en occupez comme il faut et vous ne regardez pas à économiser 1 euro sur une proie. C'est la santé de votre animal qui en dépend. Donc n'hésitez pas à donner souris ou raton. Ça c'est moi qui vous le conseille. Dans la nature, leur alimentation est bien entendu plus variée. Donc dans la nature, ils vont manger aussi des chauves-souris quand ils arrivent en choper, parce que juvéniles, c'est quand même des assez bons grimpeurs. Une fois qu'ils sont adultes, on peut moins observer ce comportement, mais lorsqu'ils sont jeunes, ils aiment bien grimper et ils grimpent pas mal dans vos terrariums. N'hésitez pas à mettre des branchages pour les juvéniles. Qu'est-ce qu'ils mangent encore d'autre? Ce sont des petits amphibiens, hein, donc des petits lézards, des grenouilles, ce qui leur tombe sur la main en fait. Dans la nature, ils font pas trop les difficiles. J'ai dit que dans la nature, ils faisaient pas trop les difficiles. Pourquoi? Bah, parce que chez nous, en terrario, c'est bien connu, le Rhésus est capricieux pour manger. Il va souvent entamer des périodes de jeûne, surtout les mâles en hiver, lorsque c'est la saison de repos. Ils ont les hormones qui les travaillent et ils auront tendance à arrêter de s'alimenter et ça peut aller de quelques semaines à voire des mois et c'est pas rare que j'ai entendu presque 1 an, 10, 11 mois. Donc voilà, ça c'est aussi souvent un problème chez les débutants. Mon serpent ne mange pas, donc il panique, ce que je comprends tout à fait, surtout quand on ne connaît pas trop le python Rhésus. Une fois qu'on a l'habitude, bah, on surveille, on regarde qu'il ne perd pas trop de poids, parce que c'est souvent avec la reproduction que ça arrive. Donc si on voit que l'animal commence à décliner, ben, on arrête les repros et on attend qu'il se remette sur la nourriture. C'est pour ça aussi que là tout de suite je disais que au niveau robustesse, le Régis était conseillé aux débutants. Après, du côté alimentaire, c'est un peu plus compliqué et c'est un peu plus difficile. Donc c'est le point pourquoi certaines personnes ne le conseillent pas aux débutants. Après, moi j'ai tendance à dire, il faut prendre l'animal que vous avez envie, il faut vous documenter à fond et faire en fonction de l'animal. La terrario, c'est savoir s'adapter à son animal. Ça, c'est un des principes de base. Donc voilà, on a parlé jusqu'à présent du biotope, de la morphologie du serpent lui-même, de l'alimentation. Tout ce qui est reproduction, ben, c'est complexe. Bon, c'est assez simple, en même temps c'est compliqué, donc je préfère plus tard faire des vidéos qui vont traiter du sujet de la reproduction. Donc maintenant, on va parler plutôt de maintenance en captivité. Donc qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut soit un terrarium, comme on peut voir derrière. Ici c'est en PVC, il y a des complètement vitrés, il y en a en bois autour, ça c'est pas le problème. Soit dans des racks, donc des systèmes à tiroirs. On peut aussi prendre des boîtes avec couvercle dans lesquelles on aura perforé allez, pas mal d'aération sur le côté.
Et là, je vous préconise des couvercles avec clips. Donc, je vais plutôt me focaliser sur la maintenance en terrarium. Donc, on a un terrarium, on va dire qu'il est en verre. On a besoin de quoi pour pour accueillir notre compagnon. Bon, on a le terrarium. Il faut un tapis chauffant. Le tapis chauffant doit recouvrir un tiers de la surface au sol du terrarium. Et celui-ci doit être absolument, mais je dis vraiment absolument couplé à un thermostat. Donc pourquoi il faut le coupler à un thermostat? Déjà pour lui donner la température optimum. Donc on va régler ce thermostat sur 32 degrés. Chez moi, tous les animaux sont à 32 degrés jour et nuit. Et toute l'année, même en période de reproduction, ça bouge jamais, c'est 32 tout le temps. J'en suis venu là. Avant, j'ai fait des variations de température, mais je ne le fais plus avec l'expérience avec l'expérience, j'ai bien vu que ça ne servait à rien. Donc, c'est 32 degrés toute l'année chez moi. Donc, ce thermostat, en fait, il va donner la bonne température et il va aussi éviter à ce tapis de trop surchauffer. Donc, pourquoi c'est important? Parce que si le tapis surchauffe, l'animal va venir dessus pour réguler sa température. Et qu'est-ce qui va se passer? La ventrale de l'animal va être complètement brûlée et ça a des conséquences catastrophiques. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est que on va placer la sonde de ce thermostat vraiment sur le tapis chauffant. Moi, je vous déconseille de la scotcher, donc papier collant ou autre scotch, tape, on oublie. Moi, ce que je préconise, c'est soit vous siliconez la sonde au tapis, et ce que je fais en général, c'est que je fais au sol aussi et je remonte vraiment dans une arête de mon terrarium pour ressortir. Comme ça, au moins, le serpent, lui, ne sait pas s'emmêler dans les câbles. Ou ce qui fonctionne très bien aussi, et maintenant je fais comme ça, c'est un pistolet de colle à chaud. Donc au moins il n'y a pas trop d'émanations nocives pour le serpent, même si vous employez du silicone, il faut prendre du silicone sans odeur. Donc je pense que c'est du classe A de mémoire. Donc voilà, surtout on bannit le scotch. On ne laisse pas juste la sonde comme ça posée parce que le serpent il va la dégager directement en passant dessus et le tapis va monter aussi beaucoup trop en température. Donc vous n'hésitez pas, un tube de silicone ou un pistolet de colle à chaud, vous fixez tout ça une bonne fois pour toutes, c'est propre, c'est safe, donc je vous conseille vraiment de faire comme ça. Voilà, ce qui est à proscrire aussi selon moi, c'est tout ce qui est lampe. Déjà, euh, pour le risque de brûlure, parce qu'il n'est pas rare aussi que les pitons aillent s'entourer autour. Donc si l'ampoule et le socket sont chauds, c'est pas génial. Pour votre portefeuille aussi, parce que votre piton il va en claquer quelques-unes des lampes. Si vous optez quand même pour des lampes, il faut une grille de protection afin de diminuer la température s'il va s'entourer autour. Mais franchement, je vous déconseille. En plus, ça assèche l'air et ça provoque souvent des mauvaises mues. Donc, si vous ne voulez pas vous amuser à retirer la mue de votre serpent à chaque mue, préconisez un tapis chauffant, voire un câble chauffant. Ce tapis chauffant ou ce câble chauffant, si on travaille avec un terrarium en verre, le mieux c'est de le placer en dessous du terrarium en verre. En général, les constructeurs préconisent de laisser 1 à 2 mm, donc si on sait un petit peu surélever le terrarium, c'est bien. Mais là, il y a toujours, s'il y a trop de poids dedans, un risque de fissure. Donc moi, ce que je faisais quand je travaillais en terrarium, je le posais quand même directement sur le tapis. Et j'ai jamais vraiment eu de soucis, j'ai jamais eu de soucis du tout. Donc vous pouvez y aller. Si vous employez des terrariums en PVC comme ici derrière moi ou en OSB, alors je vous conseille de le recouvrir soit d'une vitre, faites attention que les arêtes ne soient pas coupantes, soit une plaque de plexi. Vous siliconez le tout pour protéger le tapis afin que tout soit bien hermétique pour éviter que les urines aillent se loger au-dessus et en dessous. Et alors vous êtes tranquille également. Donc une fois que tout est installé, qu'est-ce qu'il vous faut encore? Donc on a parlé du terrarium, du tapis chauffant, du thermostat.
bah, c'est une cachette. Donc on préconise de mettre une cachette au point chaud, une cachette au point froid. Donc c'est très bien, mais si vous avez un terrarium de 90-360, vous avez un petit Rhésus et il a juste deux cachettes et rien au milieu, votre animal va stresser et il y a beaucoup de chances pour qu'il refuse de s'alimenter. Donc il faut le savoir aussi, le python Rhésus c'est un animal qui stresse assez vite, c'est un animal assez timide en réalité. Donc offrez-lui pas mal de fausses plantes, des tubes en liège, des choses comme ça, dans lesquelles il peut s'abriter ou vraiment qui se sentent vraiment en sécurité, qui se sentent pas observés tout le temps. Si vous mettez juste une cachette de chaque côté, un bol d'eau au milieu, votre python, je vous le dis, il va pas être bien. Hein. Parce que je vois souvent les gens qui critiquent le système de rack, mais c'est pas le débat aujourd'hui. Mais moi je préfère ça dans lequel ils sont vraiment à leur aise, ça leur correspond vraiment, ça a été étudié pour, que de voir un python qui est en terrarium avec allez, sa gamelle d'eau, sa cachette et rien d'autre. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour l'aménagement. Au niveau des substrats, ben, à vous de tester les substrats, de voir ce qui vous convient. Vous pouvez aller sur de la Spen, du Lignocell, de la coco. Je vous déconseille tout ce qui est éclat de bois, style hêtre, parce que ça c'est déjà, en cas d'ingestion, c'est déjà plus lourd à digérer et vous risquez les occlusions intestinales. Par contre, tout ce qui est Lignocell, coco, aspen, tout ça, en général, il n'y a vraiment aucun problème. Il faut voir après avec quoi vous préférez travailler et aussi ce que vous aimez en rendu visuel. Hein. Moi j'aime bien la coco, je trouve que le serpent ressort bien, les couleurs ressortent bien dessus, mais ça c'est chacun les goûts et ses goûts et ses couleurs. Chacun les goûts et les couleurs, ça se compare pas. Donc je vous laisse vraiment libre de tester. N'ayez pas peur de tester et de vous faire votre propre idée, hein, votre propre avis. Écoutez pas toutes les choses que certaines personnes répètent machinalement parce qu'ils ont entendu sur un groupe, donc ils le répètent. Non, n'hésitez pas, faites votre propre expérience et c'est comme ça qu'on grandit, qu'on apprend. Si on sort pas un petit peu des sentiers battus, allez, on se fait pas sa propre expérience et quand on a un problème, on ne sait pas trop comment réagir. On va en terminer là pour la présentation du python Rhésus. Je pense qu'on a survolé un petit peu l'ensemble des points à aborder. Donc il y aura bien sûr d'autres vidéos où on ira plus en profondeur dans tel ou tel sujet. Mais je vais aussi faire des vidéos avec les points que je préconise et les choses qu'on doit éviter. Voilà, je voulais conclure cette vidéo en remerciant Ball Python Art sur Instagram pour ce magnifique t-shirt, cette belle tête de Python Rhésus. C'est aussi la personne qui se cache derrière ça, c'est Jürgen Wurtz de Pro Herpers. Donc n'hésitez pas à aller visiter son Facebook, son Instagram Pro Herpers ou sur Instagram Ball Python Art. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, liker, aimer, vous abonner, appuyer sur la petite cloche et je vous en serai vraiment reconnaissant et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.